Alors on reprend très vite les travaux du colloque avec la conférence plénière de Caroline Skippers. Alors très rapidement, je vais représenter, parce que je l'ai présenté hier, je vais représenter Caroline. Donc Caroline, elle est docteur en langue et lettres, docteur en sciences de l'éducation. Elle est aussi professeure à l'Université Saint-Louis de Bruxelles. Les enseignements portent sur la linguistique, les pratiques langagères écrites et orales universitaires, d'où justement sa conférence plénière. Elle est responsable de la cellule d'appui pédagogique, chargée de former et d'accompagner les enseignants de l'université. Ses recherches s'inscrivent au confluent entre la didactique du français et les sciences de l'éducation, en accordant une large place à la formation des enseignants, ainsi qu'aux littératies scolaires universitaires. J'ai debout qu'elle a écrit l'argumentation écrite en 2013, et dirigé, formé par l'écrit dans le supérieur en 2021. Et un autre ouvrage paraîtra en octobre 2023 sur l'oral, donc formé par l'oral dans le supérieur. Et elle prépare actuellement une journée scientifique sur la lecture, donc formé à la lecture, formé par la lecture dans le supérieur. Et l'objet de son intervention, c'est effectivement les pratiques langagières. Donc je ne vais pas lire le résumé de sa conférence, mais je vais peut-être souligner deux aspects importants de son intervention, à savoir la variété des paramètres qu'elle prend en considération dans la contextualisation des pratiques écrites et orales. Alors elle parle du degré de scolarité ou d'études supérieures, elle parle de la forme d'enseignement, plus ou moins professionnalisant, du socio-culturel, de la discipline scolaire universitaire, de l'inscription géographique ou temporelle, de la culture de classe, et du champ de recherche. Donc il s'agit pour elle de voir en quoi les contextes d'enseignement-apprentissage, quelle que soit la dimension investiguée, contribuent à reconfigurer la didactique du français en tant que discipline scientifique. Caroline, à toi la parole. Merci beaucoup pour l'invitation et puis l'accueil très chaleureux comme toujours. Alors j'espère que vous n'êtes pas trop assoupis après les bonnes petites choses qu'on vient de manger. Je ne suis pas certaine de parvenir à vous réveiller, mais voilà. Alors le plan de mon intervention, donc en fait la belle affiche de niveau du colloque commence que moi je me suis saisie de la problématique. En fait, je vais proposer une réflexion en deux temps. Donc, le plan d'intervention est très simple. Dans un premier temps, j'ai exploré la littérature quant à la notion de contexte d'enseignement-apprentissage dû en français. Je me suis souvenue qu'il y a quelques années, j'avais fait une étude sur le manuel et sur les exercices. Et en fait, je me suis souvenue que ces deux mots, manuel et exercice, qui nous paraissent tellement évidents et transparents, dès lors qu'on creuse, en fait, le sont de moins en moins. Et donc, j'ai vraiment essayé de définir et d'approfondir ce qu'on peut entendre par contexte d'enseignement, apprentissage dû en français. Et puis, comme Bernard l'a fait tout à l'heure, je vais essayer d'illustrer les différents points que j'aurai établis au terme de la première partie par des recherches que j'ai pu mener depuis une vingtaine d'années. Alors, du point de vue de l'exploration de la littérature, en petite fille très scolaire que je suis restée, j'ai commencé par explorer des ouvrages extrêmement généralistes et en l'occurrence, je ne me suis pas beaucoup fatiguée au départ. Je suis allée voir ce que Antidote disait du mot contexte. Et donc, le logiciel reprend les différentes occurrences au fil du temps. Et notamment, la première occurrence qui date apparemment du XVIe est intéressante parce que on nous parle de contexte d'une écriture. Donc, l'écriture apparaît déjà dans les toutes premières occurrences du terme. Et puis après, ça j'ai beaucoup aimé évidemment, je suis allée voir ce que le logiciel disait de l'étymologie du mot contexte. Et en fait, le mot, bien évidemment, vient du latin, et donc plus particulièrement de contextus, tissé ensemble. Et je me suis dit, mais que c'est beau, que c'est joli, et on dirait du Dominique Bucheton. Et donc, j'ai beaucoup aimé l'explication qui était donnée. Et puis quand même, parce que je suis romaniste, je suis allée voir dans le trésor de la langue française, qui est évidemment beaucoup plus scientifique et beaucoup plus détaillé. Et l'occurrence qui nous intéresse, la signification qui nous intéresse, c'est vraisemblablement la C, ensemble de circonstances liées,
situation ou un phénomène apparaît ou un événement se produit. Et ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, du point de vue de l'étymologie, donc on nous parle de la date de 1539, ensemble ininterrompu des parties d'un texte. Donc de nouveau, le mot contexte, en fait, et le français d'écriture, ben, on voit que ce sont des choses qui fonctionnent bien ensemble. Alors après, j'ai fouillé, exploré ma bibliothèque et j'ai pris ces quelques ouvrages de référence que j'ai l'habitude de consulter dès lors que je commence à explorer une thématique. Et puis en fait, je n'ai rien trouvé, mais j'ai peut-être mal cherché dans le dictionnaire encyclopédique de l'éducation et de la formation, dans les 100 mots de l'éducation et dans le bouquin de sciences humaines, Éduquer et former. En revanche, j'ai regardé donc, le dictionnaire de l'éducation dirigé par Agnès Van Zanten et Patrick Rayou, ici présents. Et donc j'ai vu que à l'expression contenu d'enseignement, contexte éducatif, en fait, très étrangement, on nous renvoie à l'entrée ethnographie de l'éducation. Alors j'ai écrasé comme j'ai pu le gros volume, mais vous voyez que ça n'a pas été très très concluant. Mais donc, dans l'entrée ethnographie de l'éducation, on vous explique en fait qu'il s'agit de mener des recherches in situ, en contexte, etc., etc. Et je me suis dit, tiens, voilà, c'est intéressant. Alors après, j'ai affiné un petit peu ma recherche et j'ai quitté les ouvrages généralistes pour prendre des ouvrages en didactique, voire en didactique du français. Alors j'ai repris ce bouquin aussi très général et très, très connu depuis longtemps, qui a une référence importante pour nous, je pense. Et c'est assez symptomatique, je pense, mais le contexte, de façon majoritaire dans cet ouvrage, il est traité sous l'angle de la planification-conception d'un cours de français. Et donc, il y a beaucoup d'occurrences en lien avec le contexte qui concernent cette thématique-là. Et on nous explique que finalement, planifier, c'est trouver un juste équilibre entre les occasions et les raisons. Et donc, j'ai essayé de fluenter en jaune les passages qui nous intéressent un peu plus. Et on nous dit que planifier, en fait, c'est tenir compte du contexte, et en l'occurrence, qui est défini comme étant lié aux acteurs de la classe, à l'école et au monde extérieur. Alors après, un autre passage, toujours en lien avec la planification, on nous dit que planifier c'est bien joli, mais qu'il faut quand même tenir compte des réalités de la classe et du contexte dans lequel on est. Et donc on nous dit, dans chaque contexte, les élèves se présentent chargés d'une histoire, d'une culture, etc. On évoque des sociologues, Bautier, Rochex, Charlot, Lahire, et qui montrent l'importance des habitus culturels et du fait que le rapport au langage et au savoir diffère selon les milieux. Alors, j'ai été un peu interloquée. On nous dit que finalement l'idée c'est qu'il faudrait donner aux élèves des classes professionnelles une culture lettrée dont ils manqueraient, et qu'à l'inverse, certains élèves de milieux aisés, on ferait bien leur apprendre des savoirs pratiques auxquels ils sont peu confrontés dans leur milieu d'origine. Je trouvais ça un peu surprenant. Alors, toujours en lien avec la planification, on nous explique que finalement, planifier, c'est bricoler. Bricoler, évidemment, dans un sens tout à fait noble et tout à fait positif, pas du tout péjoratif. Et on nous dit, le professeur, il est tributaire de contraintes, il est tributaire du contexte, qui l'oblige à faire tout le temps des choix et à combiner des savoirs et des stratégies définies préalablement. Et il doit toujours trouver des solutions innovantes. Alors, une autre entrée, toujours dans cet ouvrage en lien avec le contexte, c'est qu'on nous parle longuement de l'importance du monolinguisme versus le plurilinguisme, et on nous dit que c'est un élément qui lui aussi a une incidence sur la thématique qui nous occupe. Alors, par ailleurs, on nous dit, dans le contexte scolaire actuel, qui est interculturel et plurilingue, le français en tant que langue de scolarisation n'est pas toujours la langue familiale ou la langue d'origine des élèves. Et donc, si je regroupe un petit peu les différents éléments qu'on peut tirer de cet ouvrage, donc on voit que le contexte est fortement lié à la planification et à la mise en œuvre du dispositif, qu'il est associé aux acteurs de la classe, à l'école et au monde extérieur. La dimension du socio-culturel est fortement mise en avant, et on voit que le contexte est fortement associé aussi à l'ici maintenant de la classe et au clivage monolinguisme et plurilinguisme. Alors,
le dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques, que nous connaissons toutes et tous très très bien. Et donc, vous avez une entrée extrêmement importante qui est rédigée par Dominique Lanier-Reuter, qui en fait va opposer contexte et milieu. Et elle dit de façon générale, en fait, le contexte et le milieu sont souvent confondus. Or, en réalité, il y a des différences relativement marquées. Et donc, elle dit effectivement, ce sont des termes proches qui dépendent en fait du champ scientifique dans lequel on les énonce. Et donc, elle évoque les problèmes de compréhension, de l'interprétation des conduites d'élèves en situation. Donc, elle dit, dès lors qu'on s'intéresse à la notion de contexte au milieu, le principe, c'est vraiment de s'attacher à l'analyse des conduites d'élèves réels en situation effective. Et donc, elle dit, le principe, c'est de comprendre ce avec ou contre quoi l'élève agit dans une situation tout à fait donnée. Et donc, en fait, un autre élément important qui n'a pas encore été évoqué, c'est que le contexte n'est pas directement accessible, mais en fait, il est toujours reconstruit par le chercheur. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est donné d'emblée, mais c'est quelque chose qui est en construit et qui est mis en œuvre par le chercheur en tant que tel. Et donc, elle poursuit la démonstration. Donc, la notion de contexte rassemble les éléments de la situation avec lesquels le sujet est dans une relation de sens. Et donc, c'est l'ensemble des significations que le sujet va lui attribuer. Donc, elle fait le lien avec les travaux de Bernier qui dit que le contexte, finalement, il englobe tout ce qui fait sens dans l'univers des tâches. Et donc, pour elle, le contexte est l'ensemble des objets sémiotiques, de signes propres à chacun des sujets qui conditionnent, contraint, autorisent les conduites des sujets dans une situation donnée. Et donc, ce qui différencie en fait contexte et milieu, c'est que dans le milieu, on peut retrouver en fait des objets tout à fait matériels. Par exemple, il y avait une équerre, les élèves ont fait une activité en mathématiques, etc. Le contexte, lui, en fait, il est plus symbolique et il reprend les significations que les individus attribuent à ces objets. Et donc, elle fait une distinction très très claire entre les deux. Alors, elle ajoute et elle poursuit donc la démonstration. En fait, elle dit que les définitions propres au contexte et au milieu sont fortement tributaires des théories de l'apprentissage qui les sous-tendent. Et donc, il y a une implication très forte de ce point de vue-là. Et donc, le contexte résulte, lui, d'un processus de négociation de sens et n'est pas sans lien avec les théories du langage et son rôle dans les apprentissages. Et donc, toute l'insistance qui est donnée sur les significations, les valeurs que l'élève va accorder aux situations dans lesquelles il est enrôlé. Alors, autre question soulevée, c'est en fait que les milieux, les contextes apparaissent aux yeux de la plupart des didacticiens comme des données qui ne sont pas du tout stables, mais comme des éléments, et là, milieu et contexte se ressemblent, ce sont des éléments qui se transforment au cours de la situation. Donc ils sont évolutifs et ils sont instables. Cette instabilité, elle induit des questionnements, des problèmes du point de vue de la temporalité et du point de vue de l'espace. Et puis aussi, il y a une incidence sur les facteurs qui engendrent ces transformations. Alors, en lien avec la notion de contexte, on doit évoquer la notion de contextualisation, décontextualisation. Et donc, les connaissances qui sont élaborées, elles sont tout à fait liées au contexte dans lequel elles sont surgies. Et la prise en compte de cette intrication dans la situation, c'est un élément qui est extrêmement important parce que tout l'enjeu, c'est évidemment toute la problématique du transfert, ce qu'on a enseigné et appris dans un contexte. Et l'objectif, c'est que les élèves et les étudiants les mobilisent ultérieurement dans des contextes tout à fait différents. Et on sait que là, on tient un nœud extrêmement important. Combien de fois on ne s'est pas désespéré comme enseignant d'avoir beaucoup travaillé quelque chose et puis finalement on se rend compte que la décontextualisation, recontextualisation est vraiment très compliquée, voire compromise. Alors, autre élément, l'importance de penser en relation avec les situations et de voir finalement en quoi les situations vont être plutôt soutenantes ou vont plutôt entraver la construction des savoirs dans ce qui est présenté comme l'espace clos de la classe. Par ailleurs, ce qu'elle écrit,
et elle le déplore, c'est que finalement le contexte ou le milieu ont, d'après elle, trop peu été pensés dans une perspective sociologique, et donc en lien avec l'exposé de Patrick Rayou, qui évidemment, contrairement à ce qu'il veut bien dire, était pleinement pertinent et utile pour ouvrir la journée. Et donc elle dit c'est important en fait de davantage prendre en compte cette dimension-là et d'être attentif aux univers socioculturels dans lesquels sont enrôlés les élèves. Et donc elle dit l'étude de ces relations pourrait être une entrée intéressante pour analyser les performances différenciées, mais par ailleurs aussi différenciatrices des élèves. Donc si je résume, le contexte n'est pas le milieu. Le contexte permet de comprendre et d'interpréter des conduites d'élèves en situation. Le contexte reprend l'ensemble des significations et des valeurs que l'individu va accorder aux situations proposées. Le contexte est évolutif, instable, il est intrinsèquement lié à une échelle de temps et de lieu. Il est fortement lié aux opérations de décontextualisation, recontextualisation, et il est aussi lié aux situations dans le sens où elles peuvent s'avérer facilitantes, congruentes, au contraire être des obstacles pour la construction des savoirs. Et puis par ailleurs, on doit envisager la question du socioculturel. Alors ici, je serai beaucoup plus brève, malgré le titre qui évidemment avait attiré mon attention dans l'exploration de ma bibliothèque. L'ouvrage dirigé par Sandrine Daguet et Marie-Cécile Guernier. Donc elles ont coordonné cet ouvrage de l'AIRTF consacré au contexte institutionnel. Et donc ce qu'elles disent, c'est que dès les tout débuts de la discipline, les recherches concernant l'enseignement-apprentissage de la langue, de la lecture et de l'écriture se sont développées dans différents espaces institutionnels. Et en fait, les contextes, elles vont les définir de cette façon-là. Et elles insistent en fait sur une dimension qui a été peu traitée dans les autres ouvrages évoqués, c'est finalement toute l'incidence des réformes au niveau du prescrit légal dans les différents pays et les différents contextes sur les pratiques des enseignants. Et donc chaque réforme va créer un nouveau contexte, et donc elles disent il importe finalement de comprendre les mutations et de comprendre en quoi les contextes vont évoluer. Et par ailleurs, le prescrit légal, de façon peut-être un peu plus indirecte, mais il a une incidence sur les pratiques d'enseignement, mais aussi sur les recherches en tant que telles dont cela découle. Et donc, la question de l'incidence des aspects institutionnels sur le champ de la didactique est centrale. Ce sont ces liens avec le contexte institutionnel et politique, et donc les incidences des réformes sur le développement de la discipline de recherche en didactique du français. Alors ici, vous avez un document que sans doute vous êtes très peu à connaître, à part Marie, je pense. C'est un document qui est important pour nous en Belgique, qui date de 2002 et qui est un élément du prescrit légal belge et qui est une vraie révolution chez nous. C'est le document qu'on a appelé socle de compétences. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais nous en Belgique francophone, on est les grands champions de l'enseignement inégalitaire. Et donc on a des disparités absolument monstrueuses entre les élèves, et ce document en fait était supposé poser justement les socles des compétences qui devaient être atteintes par tous les élèves à tel ou tel degré de la scolarité. Et en fait ce document a vraiment révolutionné les choses, et en fait il faut savoir que ce document il met vraiment et il place en son cœur la question du contexte par le biais en fait de ce qu'on appelle la situation de communication. Et donc là vous regardez, c'est l'entrée qui est consacrée à la lecture, et en fait la première compétence qui est pointée, c'est orienter sa lecture en fonction de la situation de communication, donc grosso modo en fonction du contexte. Et donc bien lire, et ça c'était vraiment quelque chose qui était défendu par les auteurs du prescrit légal belge, bien lire, c'est en fait bien lire en fonction du contexte. Et ça, c'est un élément assez nouveau et assez révolutionnaire pour l'époque. Et puis si je continue et si je décline avec l'écriture, c'est pareil. Bien écrire, c'est orienter son écrit en fonction de la situation de communication. Et sans surprise, parler, écouter,
c'est la même chose. Et donc, en fait, il faut savoir que très clairement, et c'était assez apparent et clair pour nous, formateurs et chercheurs en didactique, mais pas trop pour les enseignants, c'est que bien évidemment, ce qui sous-tendait ce prescrit légal à l'époque, mais en fait, c'était tous les travaux en linguistique pragmatique, en linguistique de l'énonciation. Et s'il y a bien un champ de la linguistique qui a pris en compte le contexte et l'importance du contexte, c'est bien celui-ci. Et donc nous, comme formateurs, on a dû vite concevoir des cours pour initier finalement nos étudiants à Charodot, Marno, Kerbra, etc. Et puis par ailleurs, un élément qui était extrêmement important et qui sous-tendait aussi le prescrit légal belge à l'époque, c'était les travaux notamment de Jocelyne Giasson en lien avec la lecture ou la compréhension de lecture. Et donc ce schéma qu'on a vu, revu 1 million de fois, mais bien évidemment, il place en son cœur la question du contexte. Et lui, le contexte en lecture, il est vu sous l'angle psychologique, social et physique. Et donc là aussi, il y avait un ancrage extrêmement fort et une importance forte donnée au contexte. Alors, un petit peu plus tard, mais c'est aussi quelque chose qui a assez fortement imprégné nos pratiques, mais un petit peu partout, je pense. La conception que Dominique Bûcheron, et puis de façon générale Jacques Rinon, Brigitte Marin, et puis toute l'équipe ESCOL ont accordé à l'écriture, et plutôt que de réduire l'écriture à une opération de mise en conformité orthographique ou que sais-je, le fait de concevoir l'écriture comme un processus tout à fait complexe avec beaucoup de dimensions qui interagissent les unes avec les autres, c'est un élément aussi, et c'est une grille d'analyse, il y a un schéma qui accorde aussi une importance tout à fait importante à la notion de contexte, puisque vous voyez, donc j'ai encadré en jaune que donc écrire, c'est mobiliser une activité dite socio-langagière, et c'est en fait notamment tenir compte des représentations des autres et des contextes déjà là. Et donc le contexte à nouveau revient. Et donc elle dit écrire, ça veut dire mobiliser des opérations de contextualisation, de négociation et d'interprétation. Et ça veut dire aussi que j'écris en fonction des autres, eux-mêmes qui sont placés dans des sphères d'usage personnel, social ou scolaire. Alors, dès que j'ai reçu la publicité, j'ai tout de suite commandé le numéro de recherche 77, donc je suis belge, moi 77 c'est compliqué aussi. Donc un numéro tout récent de décembre 2022. Et donc la thématique m'a tout de suite interpellée parce qu'elle répondait à des intérêts personnels, et puis je me suis dit, ah c'est bien, ça je vais utiliser cette revue pour le colloque d'Anas, donc c'était parfait. Et donc la thématique était continuité et rupture du primaire au supérieur. Et donc là évidemment on est au plein cœur de la réflexion qui nous occupe. Et donc, moi, je vais me centrer ici dans l'exposé sur 3 contributions, celle d'Isabelle, des pratiques de littératie de la maternelle à l'enseignement supérieur, rupture et ou continuité, la contribution de Bernard et Christophe sur la littérature, et puis aussi la contribution de Sylvie Plane sur l'écriture. Et alors, je ne sais pas pourquoi l'image est assez floue, donc je vais devoir vous lire le texte en parallèle. Et en fait, le texte de cadrage est extrêmement intéressant. On nous dit « Le français est à la fois un bien commun et une discipline au contour mouvant au fil de la scolarité. Penser la continuité des pratiques et des objets d'enseignement permet aussi de penser le français dans sa diversité et selon des ruptures souvent masquées. Les injonctions officielles à la continuité ne peuvent cacher la réalité de discontinuité, voire des ruptures à chaque palier, parfois entre 2 niveaux de classe. Ce numéro aborde ces questions sous l'angle des contenus, des méthodes, des dispositifs, et cela du point de vue des élèves, mais aussi des enseignants, des parents et des chercheurs, dans une perspective historique ou synchronique. Si les ruptures peuvent être la source d'un vécu scolaire difficile, elles sont parfois nécessaires dans le développement des élèves. Donc le texte est extrêmement intéressant, je pense, par rapport à ce qui nous occupe aujourd'hui. Alors, Isabelle me dira si je l'ai mal lu et mal comprise.
littératie. Voilà. Et donc, les pratiques de littératie de la maternelle au supérieur. Peut-on parler de rupture et ou de continuité? Donc Isabelle nous dit, déjà la première chose, c'est qu'on doit se prémunir de l'opinion ordinaire que ce parcours se déroulerait de façon tout à fait linéaire, dans une belle succession de passages, et donc comme si en fait en maternelle, on va travailler les écritures approchées ou inventées, et puis en bout de course, à la fin du continuum, en fait, on va travailler à l'université telle ou telle chose qui paraissent relativement attendues à ce niveau-là. Et donc elle dit non, ce n'est pas un parcours bien balisé et tout à fait linéaire. Alors elle reprend la définition de littératie proposée par Privat, et je n'approfondis pas parce que Marie-Christine très certainement va développer la notion demain. Mais Isabelle insiste et elle dit « J'ajouterais que parler de littératie, c'est mettre l'accent sur les dimensions situées des pratiques d'écriture et sur leur contextualisation. » Et donc, par contexte, il faut entendre donc une nouvelle définition, les contextes géographiques, historiques, culturels et institutionnels. Et donc, les disciplines, qu'elles soient scolaires ou universitaires, ne peuvent être considérées comme des contextes culturels ou institutionnels, des pratiques en littératie. Alors, par ailleurs, toute une série de questionnements. Comment imaginer qu'en changeant de contexte, les pratiques resteraient les mêmes? Et donc, elle dit finalement, c'est normal que d'un contexte à l'autre, les pratiques vont être différenciées. Par ailleurs, difficile aussi d'imaginer que ces dimensions des pratiques resteraient identiques d'un niveau à l'autre. Ce serait contraire à l'idée même de progression dans les apprentissages. Par ailleurs, elle fait tout un encart sur l'université et elle dit finalement à l'université, ce qui est central, c'est la notion des genres de discours. Et donc les étudiants, finalement, ils ont à produire, à élaborer des genres de discours qui sont tout à fait propres et spécifiques à la communauté discursive qui les sous-tend et qui fait vivre la discipline d'appartenance. Et donc elle dit que les discours manifestent une certaine manière de dire, tout autant que des manières de faire et de penser. Et une nouvelle allusion est faite aux travaux de Bernier. Et donc les discours sont aussi ancrés dans une épistémologie spécifique, et ce que Bakhtin appelle les sphères d'échange, dans lesquelles les connaissances vont se construire, se diffuser, s'élaborer, se discuter, se négocier, se réfuter, etc. etc. Là, c'est difficile de ne pas faire le lien avec le chapitre qu'Isabelle avait écrit dans le livre « Former l'écrit, former par l'écrit ». Et donc, dans ce chapitre, en fait, Isabelle nous explique que finalement, l'écrit va se décliner de façon extrêmement différente selon les disciplines. Donc, on a parlé des différents contextes socioculturels, institutionnel, etc. Mais le contexte disciplinaire, lui aussi, va avoir une incidence extrêmement forte sur les écrits. Et donc, analysant notamment toute une série de mémoires de master, mais elle montre que raconter, expliquer, décrire, argumenter, mais en fait, ce n'est pas du tout la même chose si on s'inscrit dans la discipline mathématique ou géographique ou historique, etc. etc. Et donc, l'incidence disciplinaire est tout à fait prégnante pour configurer et remodeler les pratiques langagières des individus et en l'occurrence des étudiants. Je reviens au numéro de recherche. Elle dit, mais si on parle de continuité, finalement, cette continuité, elle est plutôt du côté des textes officiels, mais en fait, quand on regarde, il y a des discontinuités dès lors qu'on opère une comparaison disciplinaire à un même niveau. Et alors, ce qu'elle explique aussi, c'est que les ruptures, en fait, vont être beaucoup plus marquées dès lors, en fait, qu'on va passer un changement de cycle. Et donc, le passage au lycée, en tout cas concernant la classe de français, et puis par ailleurs l'entrée à l'université, le passage de la licence au master, mais en fait, ce sont vraiment des phases compliquées, des périodes sensibles et difficiles. Et donc, ce qu'elle dit, c'est que c'est à ces moments-là, finalement, que les changements de contexte d'apprentissage vont être les plus marqués, les plus significatifs, les plus importants. Alors, ce qu'elle dit aussi, et qui me paraît extrêmement à la fois rassurant et original, c'est que par ailleurs, les ruptures,
et les discontinuités ne doivent pas toujours être appréhendées sous un angle négatif, mais elles peuvent en fait avoir un effet stimulant, pour autant que les ruptures n'induisent pas un obstacle tout à fait insurmontable. Et par ailleurs, il faut différencier les ruptures ou les obstacles, ou les passages ou les transitions qui vont se faire plus ou moins naturellement, et puis d'autres en fait qui vont nécessiter et requérir un accompagnement par les enseignants, en disant que finalement les enseignants feraient bien de clarifier un petit peu tous ces implicites qui jalonnent ces phases de rupture et de transition, qui sont en fait lourdes d'implicites de type disciplinaire. Alors ce qu'elle dit aussi, c'est que, pardon, j'en ai fini avec le texte d'Isabelle, et puis j'en viens à Bernard et Christophe. Et donc eux, ils ont regardé quel phénomène de continuité, discontinuité finalement émergeait dans les niveaux scolaires concernant l'enseignement des textes réputés littéraires. Donc je serai assez rapide puisque évidemment l'exposé de Bernard tout à l'heure était beaucoup plus détaillé, développé que ce que je ne pourrais dire. Et donc là aussi, on voit bien qu'il y a une progression contrastée de l'enseignement de la littérature qui comporte à la fois un mouvement de continuité ou de discontinuité, une forme de continuité dans l'importance du texte, qui conduit en fait à des pratiques qui relèvent du compromis, mais aussi des discontinuités du point de vue des démarches et des instruments. Alors bien évidemment, la notion de disciplination, qui en fait résulte de la contradiction entre ces deux phénomènes et aussi entre l'ancien et le nouveau. Et donc là aussi, Bernard et Christophe disent des choses assez analogues à ce que Isabelle disait, mais en fait on ne peut pas parler de long fleuve tranquille, mais de méandres sinueux, et donc en lien avec les travaux vygotskiens, d'un phénomène historique et social complexe avec des ruptures, etc., qui pose, on l'a dit beaucoup, des défis à l'enseignant, mais qui pose aussi par ailleurs des défis aux chercheurs. Et donc là, c'est un point important aussi. Et donc par ailleurs, la conception de la progression est incontournable d'un phénomène de continuité et discontinuité. Le concept d'archi-élève, et puis par ailleurs, la disciplination est toujours externe, elle est pensée à partir de l'enseignement, en suivant une logique finalement pas à pas. Et donc, c'est une certaine manière d'organiser la discontinuité à partir de la continuité. Et donc, par ailleurs, cette construction dépend de l'enseignement, mais n'en découle pas de manière tout à fait mécanique. Alors, Sylvie Plame, elle commence en fait son texte en citant Bernard Schnully, et elle dit, mais voilà, il a raison de dire que la discipline française, c'est une réalité qu'on peut considérer comme massive, incontournable et positive dans le système obligatoire français, dans le système scolaire obligatoire, mais elle dit par ailleurs la discipline n'est pas non plus tout à fait homogène, parce que les objets dont elle traite ont des consistances différentes et des modes d'appropriation spécifiques. Et donc elle dit en fait, ça donne lieu à des équilibres internes qui vont évoluer tout le temps au fur et à mesure du cursus, parce que ces priorités sont déterminées par le développement des élèves. Et donc, comme dans les constructions fractales, cette hétérogénéité, cette évolutivité se retrouve du point de vue de l'enseignement-apprentissage de l'écriture, et elle, c'est ce qu'elle va explorer plus particulièrement. Alors, de façon très synthétique, en fait, le texte se centre autour de trois tensions que Sylvie Plame développe. La première tension, c'est une écriture vue sous l'angle de la matérialité, c'est-à-dire l'enfant à l'école maternelle qui apprend à tenir le crayon, qui apprend à écrire de plus en plus vite, à bien tracer les lettres, etc. Et puis un travail sur la sémiose. Une tension par ailleurs entre l'écriture, entre langue et texte. L'écriture qui permet finalement, qui a un peu un vague prétexte qui permet de travailler surtout la langue, ou l'écriture qui permet au contraire de produire des textes. Et puis elle oppose aussi de façon assez contrastée l'écriture qui permet finalement de, comme on l'a dit tout à l'heure avec les épreuves dont Patrick
parlé tout à l'heure, c'était le fait de j'ai écrit pour valider une épreuve, j'ai écrit pour obtenir un diplôme, et donc j'ai écrit pour me mettre en ordre avec ce que l'école exige de moi. C'est ce que Bautier explique finalement. Il y a toute une série d'élèves qui ont une posture finalement qui est je réponds de façon un peu scolaire pour qu'on me laisse tranquille et pour poursuivre ma scolarité sans trop d'encombre. Et puis par ailleurs, une autre fonction attribuée à l'écriture qui est de devenir auteur. Et alors en conclusion, finalement ce qu'elle dit, c'est que c'est bien beau, c'est bien gentil d'enseigner aux élèves et aux étudiants des manières de faire, des règles, des plans, des procédés, etc. Mais elle dit en fait, en réalité, en situation d'écriture, et on le sait bien, mais en fait, on doit mobiliser tout ça simultanément. Et donc le principe, c'est que tous ces éléments, ils doivent être retravaillés à un moment donné en même temps et dans une tâche réelle. Et là, on revient avec ce qu'on avait dit tout à l'heure quant à la recontextualisation, décontextualisation. Et donc, ce qu'elle dit, en fait, c'est que les élèves, étudiants, doivent garder des traces de ce qu'on leur a enseigné, mais aussi des efforts que ça leur a coûté. Alors, ce qu'elle ajoute par ailleurs, c'est que elle évoque, donc et c'est difficile de ne pas les évoquer, les travaux de Marie-Claude Pinloup, qui ont été importants, je pense, pour nous tous. Et elle dit en fait, les constats qu'elle fait au départ de l'observation des pratiques d'écriture extrascolaire sont plutôt rassurants. Mais elle dit par ailleurs qu'on ne doit pas oublier que chez les adultes, il y a encore beaucoup de difficultés qui persistent et qu'elle défend le point de vue que la finalité de l'enseignement de l'écriture, c'est plutôt d'aider l'élève à se construire comme scripteur et, si possible, idéalement, également comme auteur. Si je résume, donc le contexte d'enseignement-apprentissage du français évolue en lien avec le développement du sujet. Le français, certes, est une réalité massive et positive, mais pas homogène, et donc il importe de penser le français dans sa diversité, sa discontinuité, voire ses ruptures qui sont fréquentes, en particulier lors des changements de cycle. Les ruptures peuvent être source de difficultés, mais aussi d'apprentissage. Elles sont parfois nécessaires et demandent un accompagnement. Alors les littératies mettent l'accent bien évidemment sur des pratiques de lecture-écriture contextualisées et donc en lien avec un contexte qui serait à la fois géographique, historique, culturel, institutionnel et disciplinaire. Et il est important aussi de ne pas regarder ce qui se passe uniquement à l'intérieur des murs de la classe, mais de regarder par ailleurs ce qui se joue en dehors des murs de la classe. Alors si je résume mes résumés, donc le contexte est un tissage ensemble qui inclut un contexte, etc., qui évolue selon le développement des sujets, qui influe positivement ou pas, qui n'est pas donné d'emblée mais qui est reconstruit par le chercheur. Le français est une réalité massive et positive, mais pas homogène pour autant. Et donc il importe de penser le français dans toute sa diversité, etc. Les ruptures et toute l'ambivalence qu'elles peuvent engendrer, et puis ici les derniers points que je viens d'évoquer à l'instant. Et donc, en fonction des différents éléments qui ont construit mon regard et ma réflexion sur le contexte, comme Bernard l'a fait tout à l'heure, je vais prendre à titre d'illustration des éléments que j'ai pu travailler et traiter dans le cadre de mes recherches en lien avec le contexte. Et donc, par ailleurs, ce n'est pas sans lien avec mon cursus de formation et mon parcours professionnel qui n'est pas un parcours pas accidenté, tout rectiligne, etc. J'ai un parcours professionnel et de formation assez particulier qui en fait m'a amené à travailler dans des contextes différents. Et donc à un moment donné, il m'est arrivé le matin de donner des cours en haute école à de futurs instituteurs du primaire, et puis d'aller voir en fait toute une série d'élèves du primaire lors de visites de stage l'après-midi. Et puis le soir, je donnais des cours à l'Université catholique de Louvain, des cours sur l'argumentation ou sur l'écriture d'un mémoire de master à des étudiants en langue et lettres romanes. Et donc au fil de la même journée, j'ai été confrontée et immergée dans 3 contextes extrêmement différents, les tout petits,
et puis mes étudiants de la haute école qui ne sont pas du tout les étudiants de l'université, et donc des disciplines, des cadres et des contextes avec des individus tout à fait différents. Alors, un élément qui a été un fil rouge dans mes travaux, mais j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte, c'était que finalement, j'avais exploré la question de l'autorialité dans ce qu'on peut appeler des écrits dits de savoir, et je ne vais pas développer, parce que c'est ce point que j'avais développé ici il y a un an à cette même place. Et donc finalement, j'ai très peu étudié des écrits littéraires, mais j'ai analysé les journaux réflexifs que les enfants à l'école primaire tiennent et rédigent au fil du temps par lequel ils reviennent sur les apprentissages. Et donc j'étais partie des pratiques qui m'avaient beaucoup inspirée de Jacques Crinon. J'ai beaucoup analysé les journaux réflexifs des futurs enseignants. Et donc, dans le cadre de ces journaux, l'individu va récapituler ses savoirs, ses procédures, identifier ce qui va, ce qui ne va pas, et puis les leviers pour contourner les difficultés. J'ai beaucoup analysé les travaux de fin d'études ou les mémoires des futurs enseignants, et là, la place des savoirs paraît aussi tout à fait importante. Et puis, j'ai analysé des dissertations écrites par des élèves du secondaire, en général en technique de qualification, et puis dans des classes professionnelles, donc dans des formes d'enseignement secondaire tout à fait différentes, et puis des dissertations aussi à la haute école, et puis des dissertations à l'université chez les étudiants en langue et lettres. Et là, les savoirs sont aussi extrêmement importants parce que le sujet va finalement construire un point de vue, mais un point de vue qui est tributaire des différents savoirs et des différentes lectures qu'il a pu faire. Et puis j'ai été impliquée plusieurs années dans les jurys d'admission de la FEMIS, grande école de cinéma parisienne. Et donc là, j'ai été confrontée à d'autres types de copies, d'autres types de publics. Et donc là, le candidat est amené à regarder un extrait de film qui dure une dizaine de minutes et en fait à en rédiger une analyse. Et puis j'ai beaucoup analysé des fiches de préparation des enseignants ou des futurs enseignants. Et finalement, ce que j'ai identifié après beaucoup de temps et d'efforts, et ce qui ne m'est pas apparu du tout d'emblée, c'est que quels que soient les élèves, quels que soient les étudiants, quels que soient les contextes, en fait tout se passe comme si, indépendamment aussi des genres ou des types de textes, on retrouvait des espèces de macro-postures qu'on pouvait identifier dans des genres différents du primaire à l'université. Et donc 5 grandes façons de faire. On peut être confronté à ce qu'on peut appeler un espèce de sujet absent. On est face à des savoirs très fragmentaires, où des élèves, par exemple, vont répéter sans y adhérer des savoirs un petit peu dogmatiques, des idées un peu dans l'air du temps. Une espèce de figure aussi qui peut être le narrateur, c'est-à-dire des élèves ou des étudiants, alors même qu'ils doivent produire un écrit de savoir, où ils doivent faire le point sur les apprentissages au fil de la journée, mais en fait ils vont raconter la journée, mais ils ne vont pas identifier ce qu'ils ont appris, comment ils ont appris, etc. Dans des fiches de préparation de classe, ça peut se traduire par j'en ai parlé hier, des espèces de fiches de préparation fleuve et tout à fait alsaciennes, où le stagiaire va décrire très longuement ce qu'il fait. Je passe dans les bancs, je ramasse les copies, etc. Souvent d'ailleurs il parle de lui à la troisième du singulier, mais en fait la fiche de prépa n'apparaît pas vraiment comme fonctionnelle et comme soutenante par rapport à l'action. Une grande tendance aussi qu'on peut repérer, c'est une tendance qu'ont les élèves ou les étudiants à se réfugier derrière un très grand nombre de citations. Et notamment dans certaines dissertations, en fait, on ne sait pas du tout ce que pense le sujet. Parce qu'en fait, il va mobiliser plein de citations qui disent toutes exactement l'inverse l'une de l'autre. Et en fait, l'individu, il a l'air d'être d'accord avec tout le monde. Par contre, ce qu'on peut repérer, c'est une posture auctoriale qui était évoquée donc par Sylvie Plane, où là on est face à ce qu'on appelle vraiment une vraie subjectivation des savoirs. Et puis aussi une autre posture qui est celle des élèves ou des étudiants qui sont amenés à faire le point sur leur savoir, à construire un point de vue au terme d'une dissertation très, très argumentée, et qui en fait ne vont jamais arriver à dépasser ce qu'Elisabeth Gauthier appelle l'écriture du moi,
C'est-à-dire ils vont rester empêtrés dans des affects, des ressentis, des sensations, des sentiments, sans arriver à conceptualiser, sans arriver à problématiser. Et donc là, ce sont de grandes figures qu'on va retrouver, indépendamment des contextes et des types de textes. Et donc ici un exemple par contre de posture d'auteur où l'institutrice demande aux élèves mais quels sont finalement les livres que vous aimez, et donc une élève qui écrit un très long texte pour dire mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé en l'occurrence la comtesse de Ségur, etc. Et elle fait tout un discours très construit et très argumenté. Ici vous avez un exemple dans une analyse filmique où là, par exemple, un critère qui était discriminant, c'était l'utilisation du jargon cinématographique, la bonne distance qui est prise par rapport au film, qui va être décrit, expliqué, etc., mais où l'individu va surtout essayer d'expliquer les choix de mise en scène et puis aussi l'impact sur le spectateur. Et alors ici, une dissertation universitaire où on voit que finalement, la logique qui préside à la rédaction, c'est une dissertation qui donne à voir un raisonnement finalement qui se construit et qui se construit en s'appuyant sur toutes les lectures qui ont été effectuées. Et alors ici, posture octoriale dans un travail de fin d'études en haute école, une étudiante future institutrice du primaire a analysé des brouillons d'écoliers. Elle a lu bien évidemment les travaux de Claudine Fabre-Cols et elle reprend la typologie je supprime, j'ajoute, je déplace, je remplace. Mais l'étudiante dit, en fait, moi je vais affiner la typologie parce que j'ai constaté dans le corpus qui était le mien que ce n'est pas la même chose de barrer une lettre, un mot, ou de faire une croix sur toute une phrase, tout un paragraphe ou tout un pan de texte. Et donc elle va vraiment s'appuyer sur la typologie de Fabre-Cols pour proposer une typologie qui est finalement plus détaillée et qu'elle va illustrer par des extraits tirés du corpus qu'elle a pu prendre en compte. Alors, ce que j'ai pris en compte aussi à différents moments dans mes travaux, c'est que j'ai essayé, comme plein d'autres chercheurs, d'accorder mon attention à certains éléments clés du parcours des individus et, comme beaucoup d'autres chercheurs, à ce que Jaffray appelle cet événement littératique majeur qui est la transition entre les pratiques langagières propres au secondaire et les pratiques langagières propres à l'université. Et donc, par ailleurs, j'ai essayé dans le même temps de m'attacher aussi aux pratiques extrascolaires. Et donc, on sait très bien qu'en fait, les étudiants qu'on accueille au seuil de l'université, ils ont des pratiques langagières qui ont été construites depuis la crèche, la maternelle, l'école primaire, secondaire, etc. Mais ces pratiques aussi ont des liens tout à fait étroits avec les pratiques personnelles et puis aussi avec les pratiques familiales, amicales, amoureuses. Et on sait depuis les travaux de Marie-Claude Pinlou et puis par ailleurs comme Yves Reuter nous l'a dit, que ces différentes pratiques, elles peuvent nouer entre elles des liens de congruence ou de dissonance, bien évidemment. Et donc, en lien aussi avec mon parcours un peu particulier, mais j'étais amenée à travailler avec des collègues ou des étudiants issus de l'université, issus de la haute école, issus de la promotion sociale et du supérieur artistique. Et en Belgique, en fait, l'enseignement supérieur est extrêmement clivé dans ces 4 formes-là. Et on constate, en règle générale, que les professeurs et les étudiants, quand ils sont dans une forme d'enseignement, ne savent pas très très bien ce qui se fait dans les autres formes d'enseignement. Et donc, on a des clivages très très nets. Et ce qui est notamment très discriminant, c'est le caractère plus ou moins professionnalisant de l'enseignement, et aussi la place qui est accordée à la recherche, et notamment à la recherche fondamentale. La recherche fondamentale, chez nous, elle est l'apanage de la seule université. Et ailleurs, ce sont d'autres types de recherches qui se mettent en place. Alors, ça, c'est une étude qui m'avait beaucoup plu, en fait, dans le cadre du colloque de l'IRDF à Lausanne, qui portait sur le numérique. Moi, je ne voyais pas très bien quoi étudier, parce que je ne maîtrise pas du tout bien ces dimensions-là. Mais en fait, je venais de préparer l'ouvrage pour The Book sur l'argumentation, et je me suis dit, mais je vais regarder en fait comment les adolescents argumentent dans les forums électroniques en ligne. Et j'avais fait donc l'intervention à Lausanne devant un public d'une trentaine, quarantaine de personnes.
Et puis ça a donné lieu à la publication d'un chapitre chez Peter Lang. Et j'avais expliqué en fait les hypothèses un peu préalables que j'avais, où grosso modo, je partais du principe que l'argumentation ne serait quand même pas extrêmement bien menée et très intéressante. Et j'avais pointé toute une série d'hypothèses et je voyais le public qui faisait avec des marques d'approbation, en se disant bah oui, il faut n'importe quoi, ça ne va pas être très bien. Et puis en fait, c'était génial parce que toutes les hypothèses que j'avais posées qui paraissaient plausibles étaient toutes invalidées. Et en fait, là j'en ai pris pour mon grade, mais j'avais analysé avec beaucoup de soin donc toute une série de posts postés par les adolescents. Et en fait, leur conduite argumentative, c'était incroyable. J'ai été confrontée à des textes vraiment extrêmement intéressants et qui en fait étaient tout à fait contre-intuitifs. Et en lien avec cette étude-là, c'était quand même très questionnant parce qu'on avait l'impression que les élèves, les ados déployaient beaucoup d'efforts et qu'ils étaient très soucieux de leur ethos, de l'image qu'ils affichaient, etc. Et parfois on a l'impression que finalement, c'était une hypothèse un peu conclusive que j'avais posée, c'est que pour eux, écrire là-dedans, ça répond à plein d'enjeux. Et je me pose la question de savoir si pour eux, écrire par rapport aux consignes qu'on nous donne, ça répond à autant d'enjeux que ça. Alors, en lien avec la recherche et langue écrite, en fait, on s'est intéressé notamment aux pratiques scolaires ou extrascolaires déclarées et au phénomène de transition secondaire supérieure. Et donc, on a mené des questionnaires qualitatifs et quantitatifs. On a conduit aussi des focus group. Et donc on a recueilli toute une série de résultats, et notamment lire c'est pour moi. Donc on avait toute une série de questions ouvertes. Et puis aussi lors des entretiens que j'ai pu mener, j'ai questionné des enseignants issus de l'université de la Promsog, de l'artistique et puis de la haute école. Et je les ai questionnés quant à leur représentation sur l'écrit, et notamment sur les particularités de l'utilisation de l'écrit dans l'obligatoire ou en lien avec l'enseignement universitaire. Anna, au niveau de la gestion du temps. 5 minutes, parfait, merci beaucoup. Et donc là aussi, les collègues ont été interrogés sur ce qu'ils perçoivent comme des particularités propres à tel ou tel contexte. Alors là aussi, c'était assez étonnant, mais on a interrogé donc des étudiants en langue et lettres françaises et romanes sur plein de dimensions, mais notamment sur leur arrivée à l'université. Et donc là, les propos sont tenus par des étudiants qui étaient en 3e année, voire en 4e ou 5e année à l'université. Et les étudiants nous ont expliqué en fait à quel point ça avait été une horreur, en fait, le fait de rentrer à l'université. Et donc, en fait, ils expliquent qu'en gros, l'université les a vraiment dégoûtés de l'écriture et que l'université leur apprend que l'écriture, c'est quelque chose de mécanique, et mécanique est perçue avec une dimension extrêmement péjorative. Avant, j'adorais ça, mais en arrivant à l'université, je me suis pris une claque et j'ai plus écrit que pour les cours. Et des témoignages comme ça, on pourrait vous en donner des dizaines et des dizaines d'étudiants qui expliquent que le contexte universitaire et l'entrée avec l'université, ça a coïncidé avec quelque chose de quand même très compliqué. Alors au niveau d'une autre étude qu'on a faite avec Stéphanie Delnest et qui va apparaître, merci beaucoup Anna, dans Recherche en didactique, on a aussi essayé de voir auprès d'étudiants plurilingues quelle était l'incidence perçue du plurilinguisme sur leur pratique et leur représentation. Et en fait, là, on a obtenu le plus souvent des réponses assez mitigées. Quand on questionne les étudiants sur le fait d'être plurilingue et on a interrogé de futurs traducteurs ou interprètes, ils expliquent que oui, ça peut faciliter, mais pas nécessairement. Et donc cette question-ci est une question qu'on a par ailleurs investiguée. Alors dans le cadre de ma thèse, en fait, j'avais eu la chance d'accompagner pendant 3 ans de futurs instituteurs en formation. Et donc pendant 3 ans, j'ai suivi une même cohorte comme Sabine Vanul l'avait fait à l'époque, mais avec une problématique et un angle d'analyse assez différent. Et en fait, quand on regarde les choses dans une temporalité longue, et avec quelques sujets, mais on voit des phénomènes évolutifs assez intéressants. Et on voit que certains qui se positionnent en auteur au début tout de suite de la formation
ne sont pas forcément auteurs à tous les moments, et on voit des phénomènes assez marqués qu'on peut identifier notamment par l'utilisation qu'ils font du journal réflexif. Et j'avais eu la chance aussi d'intervenir dans cette très belle journée qui est organisée par l'équipe de Lille sur l'incidence de la temporalité sur les recherches en didactique. Et donc on voit que quand on travaille dans une recherche longitudinale, mais en fait il y a un impact inévitable sur plein de dimensions. Et le fait de regarder les choses dans le temps permet notamment de voir qu'il y a des étudiants qui au même moment sont auteurs dans les textes dits narratifs, mais ne sont pas du tout auteurs dans des textes plus conceptuels, plus scientifiques. Et puis de voir aussi des parcours qui sont en fait tout à fait particuliers. Et comme le dit Vygotsky, le temps de l'enseignement n'est pas le temps de l'apprentissage. Et quand on voit les sujets dans une temporalité longue, ça apparaît de façon très très claire. En lien avec le socioculturel, et je vais conclure très très rapidement, là c'était quand même un résultat qui était très... c'est une autre étude que j'avais pu mener par rapport aux journaux réflexifs des élèves du primaire. On voit que dans une même classe d'élèves plutôt favorisés du Brabant wallon, on peut être confronté à des pratiques extrêmement différenciées et différenciatrices. J'avais été très contente parce que j'avais été invitée assez rapidement par des collègues de Barbès et de Sarcelles qui avaient transposé l'outil dans leur classe et qui m'avaient dit « viens voir ce que ça donne chez nous ». Donc toute contente parce qu'on a toujours l'impression qu'on n'est pas lu, qu'on ne sert à rien. Donc j'étais allée voir dans les classes. Et ce qui avait été assez marquant, c'est qu'en fait, dans les classes assez privilégiées du Brabant wallon en Belgique, parfois, au thème de la journée, des élèves écrivaient « Aujourd'hui, on a fait des feuilles », ce qui est absolument dramatique parce que la question, c'était quand même « Qu'as-tu appris ? Comment as-tu appris ?» etc. Donc aujourd'hui, on a fait des feuilles. Voilà, c'est terrible, quoi. Je ne me positionne pas en jeu, j'ai fait des feuilles. En quoi, je ne sais pas. En quelle discipline, je n'en sais rien. Et puis, à l'inverse, dans une classe de zone d'éducation prioritaire à Barbès, vous avez un élève qui avait écrit tout ça. Et donc, spontanément, il avait dit, mais en fait, on a travaillé l'orthographe, et pour moi, l'orthographe, ça sert à écrire un mot sans erreur, ça permet de s'interroger sur ceci. J'ai appris que la grammaire sert à écrire un texte, etc. J'ai appris que si on veut bien écrire, etc., etc. Et donc, dans le cadre de ce colloque sur les inégalités qui avait eu lieu à Lille, et puis dans la publication qui avait suivi dans Repère, j'avais démontré que, contrairement à ce qu'on peut penser, la réflexivité n'est pas l'apanage des seules classes favorisées, intellectuellement favorisées, socioculturellement favorisées, etc. Et en fait, on voyait que dans ces classes de Barbès ou de Sarcelles, où il y avait un certain type de pratiques pédagogiques, on était confronté à des textes incroyables, avec des élèves qui surinvestissaient l'outil et qui faisaient preuve d'une réflexivité vraiment extrêmement impressionnante. Autre chose aussi qui là était assez triste, mais lors d'un focus group, une étudiante par exemple explique, voilà, moi quand je travaille, je ne peux pas me tourner vers mes parents, je ne peux pas me faire aider par qui que ce soit, je suis accompagnée par personne, et elle dit, on n'a que l'école en général, on n'a que vous. Et ça, c'est glaçant quand on est chercheur et qu'on est confronté à l'étudiante, mais elle nous rappelle bien qu'il y a des élèves et des étudiants qui n'ont que nous et qui ne peuvent compter sur personne à la maison. Et puis aussi, et j'en termine par ceci, j'ai pu étudier des contextes ou des pratiques qui ont été beaucoup moins étudiées, donc les fiches de préparation notamment. Ici, les annotations des enseignants dans les copies universitaires, où là aussi c'est quelque chose qui a été assez peu étudié. Et puis aussi plus récemment, donc l'oral à l'université, où en fait on se rend compte que l'écrit à l'université a été beaucoup étudié, l'oral dans l'obligatoire aussi, mais dans le contexte du supérieur, l'oral a été beaucoup invisibilisé et dans les pratiques d'enseignement et dans les pratiques de recherche. Et puis je termine là-dessus. Donc vous êtes invités à déposer un texte, voilà, c'est le moment promotionnel pour la journée scientifique sur la lecture au supérieur. Voilà, merci à vous.
merci Caroline. Alors, très rapidement, je vais peut-être faire une synthèse, en même temps un élargissement par rapport à ton propos. T'asseoir, si tu veux. Alors, généralement, quand on invoque la notion de contexte en didactique des langues de manière plus large, il s'agit tout le temps, je dirais tout le temps, de parler d'une forme de dénonciation de l'universalisme, méthodologie. C'est-à-dire que quand on cherche à contextualiser, c'est une sorte de remise en cause de l'uniformisation des méthodologies d'enseignement. Mais ce qui peut, à travers ton exposé, on peut comprendre ce qui peut apparaître comme une sorte de paradoxe du point de vue des éléments qui doivent être pris en considération dans la contextualisation. Alors, qu'est-ce qu'on contextualise? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on contextualise, mais pourquoi on contextualise? Si on est tous d'accord sur le fait qu'il y a des approches qui permettent de contextualiser, donc nous avons vu une diversité, une pléthore d'approches, mais il y a encore lieu à se poser des questions sur le quoi contextualiser. Alors, tu as parlé d'une série de paramètres, alors le socio-culturel, le rapport au savoir aussi, qu'il faut mettre en question, la question du transfert aussi. Donc il y a une diversité de paramètres à prendre en considération et qui donne toute importance à la contextualisation didactique du français par rapport justement à cette vision beaucoup plus large qui est très très répandue dans les recherches en didactique des langues de manière plus générale. Alors, ce qu'il faut noter par rapport à cet exposé, c'est aussi l'ancrage littératique du geste, voilà, de la contextualisation. Donc, c'est-à-dire que tu réponds à cette question. Au final, on contextualise des pratiques langagières, orales, écrites. Et ça me fait penser aussi à un article d'Isabelle dans lequel elle parle de trois conceptions du contexte: le contexte comme contenu, le contexte comme contenant et aussi le contexte comme système. Et là, ce que tu as présenté en fait penche beaucoup plus vers la dernière conception. Donc c'est un système de paramètres en lien les uns avec les autres, donc qui sont en concurrence peut-être en lien les uns avec les autres, et qui concourent ensemble à définir le geste de la contextualisation. Voilà, donc en gros, c'est ça l'idée en fait, d'où l'usage du pluriel, on ne parle plus du contexte au singulier, mais le contexte va être utilisé au pluriel. Donc il y a cette diversité, mais on est loin de ce qu'on appelle aujourd'hui, à tort ou à raison, la didactique diversitaire. Moi je ne comprends pas cette appellation en fait, didactique diversitaire. C'est une notion qui est très récurrente dans beaucoup de recherches, mais il s'agit beaucoup plus d'une diversité culturelle, linguistique, et non pas d'une diversité proprement didactique. C'est ça la question. Donc le fait de recentrer la réflexion sur les littératies, scolaires, universitaires, professionnelles et autres, permet justement de donner toute importance aux perspectives didactiques en tant que telles, et en complémentarité avec les autres approches. Voilà en gros. Donc vous avez des questions par rapport à cette conférence? Donc on va retenir peut-être trois questions. Ouais. Parce que, en fait, il faut qu'on fasse une pause. Et moi je vais me retrouver dans pourquoi en fait c'est comme ça. Alors, je vais montrer très rapidement. Alors, on va donner la parole. Bonjour, c'est bon, je peux intervenir? Non, il y a pas. Vas-y, chef. Alors, bonjour à tous. D'abord, avant de poser ma question, j'aimerais exprimer ma joie. Je suis très content de retrouver certains de mes ex-professeurs, très content aussi de retrouver certains auteurs qui ont teasé notre intérêt par rapport à cette discipline. Je vous félicite, madame, pour l'intervention aussi qualitative que celle et nourrissante que celle de l'année dernière. Alors, pour faire très vite,
Donc vous avez parlé de la notion, encore une fois, d'auteur, comme la dernière année, et vous avez aussi fait une sorte de classification au cours de votre recherche par rapport aux copies d'élèves que vous avez analysées. Donc dans la classification, bien sûr pour faire cette classification, je pense que vous êtes basé sur certains critères. Donc vous parliez par exemple d'élèves où on ne voyait pas vraiment l'aspect octorial, où il parlait plutôt de doxa, sans pour être pour autant d'accord avec ce qu'il disait. Donc là, je pense que c'est plutôt un critère de cohérence. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir, est-ce que, à partir de quel moment on peut dire telle ou telle personne est auteur ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des critères précis pour mesurer le degré d'auteur chez une personne? Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je commence d'abord par remercier Madame Caroline pour son intervention et pour la clarté de ses propos. Alors, moi aussi je travaille sur les pratiques d'écriture et plus spécialement sur l'analyse des copies de textes argumentatifs produits par des élèves inscrits en première année du baccalauréat. Et lors des focus group qu'on a organisés pour cet effet, on a vu qu'il y a un problème, c'est que les élèves ont un moment de frustration face à des exercices académiques, en l'occurrence la dissertation, le commentaire, le résumé, et ils préfèrent les écrits d'autres professionnels ou bien les écrits réflexifs. Et là, je fais allusion par exemple au CV, à la lettre de motivation, je ne sais pas, à des écrits qui ont plus de valeur, je dirais, dans le marché du travail. Et je me demande quelle planification pour essayer de reléguer ces exercices académiques au second plan. Et est-ce qu'il est temps vraiment de penser à d'autres alternatives côté formation des enseignants? Est-ce qu'il est temps de reléguer ces exercices dans la formation, côté, je dirais, formatif des enseignants, mais en même temps dans les pratiques pédagogiques effectives adoptées lors d'une séance de production écrite? Et merci. Bonjour tout le monde. Je remercie Madame Caroline pour cet exposé de qualité. Moi, j'aimerais bien revenir sur la dissertation. Donc, je parle un peu du contexte au Maroc. Les classes préparatoires, ils ont cet exercice. Et bon, une dissertation, c'est quoi? C'est avoir suffisamment de connaissances. Et puis, bon, mettre en scène un raisonnement, bien la démonstration d'un raisonnement. Moi, j'ai mené une enquête, surtout dans les grandes écoles, ça veut dire des étudiants qui sont venus des classes prépa. Des témoignages horribles. Ils apprennent des dissertations par cœur, ils mettent des citations dans un contexte qui n'est pas contextualisable. Moi, au début, je me suis posé la question, peut-être c'est l'handicap de la langue. Il y a une thèse qui a été soutenue, je crois, il y a 2 ans, à la faculté des lettres, en anglais, et la conclusion, c'est que les étudiants ne réfléchissent pas. C'est quoi votre question? Oui, je vais poser la question. Cette année, on a organisé un colloque sur la dissertation, et on est arrivé à la conclusion que l'handicap n'est pas la langue. Moi, j'aimerais bien poser la question à Madame Caroline, par rapport au contexte de la Belgique. Quelles sont les causes, bien sûr, qui sont derrière ce problème de dissertation? Merci. Il y a encore une question. Il y a Rachid et... Bonjour. Rebonjour. C'est toujours un plaisir d'entendre parler Caroline. Elle a l'art de construire les choses de façon à ce qu'on y voit un peu plus clair.
J'ai juste une petite question, en fait, toute naïve. Quand on parle de contextualisation, en fait, on parle des effets de la contextualisation sur la construction des savoirs. Et plus on prend en considération le contexte, plus on réduit justement le savoir à son juste, à son minimum. On est de plus en plus précis, on est de plus en plus ciblé dans l'objet que l'on essaie de construire. Est-ce que, en prenant en considération à chaque fois le contexte, il n'y aurait pas justement destruction, perte de cet objet de savoir que nous cherchons à construire réellement avec les élèves, les étudiants? Merci. Merci Anas. Donc je remercie à mon tour Caroline pour la qualité de cet exposé. En fait, moi, je voudrais aborder, votre exposé m'a interpellé dans la mesure où on peut considérer la lecture comme une pratique scripturalisante. C'est-à-dire qu'il permet à la fois de s'approprier une vision véhiculée par l'auteur et en même temps de s'exprimer à propos d'un sujet traité par cet auteur. Ma question est la suivante. En quoi l'enseignant peut-il être objectif dans la correction des pratiques écrites des apprenants, sachant que le texte littéraire fait objet d'une multiplicité d'interprétations au dépend de, par exemple, tout à l'heure, monsieur le premier conférencier a parlé de commentaires composés, dissertations, ainsi de suite. Et puis, je fais appel ici à 3 critères de Chomsky, c'est-à-dire l'acceptabilité, l'intelligibilité, puis il y a c'est-à-dire la grammatique. Voilà. Merci. Voilà, merci beaucoup. La première question, donc les indices de doctorialité, je ne m'y suis pas attardée parce que ici j'étais dans l'illustration, mais bien évidemment les indices de doctorialité sont tributaires de beaucoup de paramètres, en ce compris le genre. Et donc, par exemple, Catherine Tauvron et Pierre Sèvres ont expliqué que dans un certain nombre de productions d'écrits littéraires, l'utilisation de l'humour, par exemple, et dans certains types d'humour, est un indice de doctorialité. Dans les écrits scientifiques, en fait, ce même indice est très souvent peu le gage d'une doctorialité. Donc, en fait, les indices et indicateurs sont tributaires des genres discursifs examinés, mais aussi par ailleurs des niveaux de développement des élèves ou des étudiants. Être auteur d'un travail de fin d'études en haute école, pour moi, n'est pas tout à fait la même chose qu'être auteur dans une thèse de doctorat. Et donc, la question de l'octorialité, bien évidemment, elle est dépendante des contextes, de façon tout à fait évidente, mais elle est indépendante des contextes à plusieurs égards. C'est en lien avec les contextes aussi géographiques, mais aussi historiques. On n'est pas forcément auteur à toute... le concept doctorialité au Moyen-Âge, par exemple, n'avait aucun sens. Il n'existait tout simplement pas. Donc voilà, en fait, c'est tributaire de phénomènes divers et variés, et à chaque fois... moi, j'ai fait ma thèse donc, sous la direction d'Elisabeth Gauthier, mais à chaque fois qu'on examine un genre discursif particulier, on doit faire varier les indices ou indicateurs et on doit les ajuster à la réalité étudiée. Et donc, si je prends l'exemple de la dissertation qui a été beaucoup évoquée, un indicateur, c'est notamment y a-t-il présence d'une thèse ou pas. J'ai été assez affolée en analysant des dissertations. Mais j'ai lu beaucoup de dissertations en fait, qui étaient extrêmement bien écrites sur un plan linguistique, il n'y avait pas une erreur orthographique, etc. Et en fait, il n'y avait aucune thèse énoncée.
Et quand on lit la disserte, on ne sait pas ce que pense son auteur, mais pas du tout. Et en fait, ce sont des copies qui sont très dangereuses pour nous, professeurs et correcteurs de copies, parce qu'elles ont en apparence une apparence orthographique, linguistique tout à fait recevable, mais en fait, ça ne correspond pas aux attendus, en tout cas tels qu'on peut les avoir en matière de dissertation. Alors la deuxième question, donc le fait que les élèves ou les étudiants fassent état de moments de frustration par rapport aux écrits scientifiques, ce sont des choses effectivement que la recherche a identifiées et qu'on a pu repérer dans différents contextes ou corpus. Effectivement, il y a une espèce de rejet pour l'écriture scientifique chez un grand nombre d'individus. Et cette rupture, notamment entre le secondaire ou le supérieur, est compliquée parce que les élèves doivent quitter, pour une bonne part, des écrits qui étaient parfois majoritairement narratifs pour aller vers des types d'écrits beaucoup plus compliqués. Et comme on l'a vu dans les verbatims que j'ai expliqués, en fait, ils ont l'impression que l'écriture scientifique et universitaire, elle est mécanique, que c'est juste la mise en œuvre de règles et de procédures, et que du coup, ce sont des démarches assez stériles et assez uniformisantes. Et donc, il y a un très grand rejet de ce type d'écriture-là. Est-ce qu'il faut penser à d'autres alternatives du point de vue de la formation des enseignants ? Moi, je ne le crois pas, c'est un point de vue que je ne peux pas défendre et je pense que c'est important que les enseignants qu'on forme se coltinent eux aussi à ce type d'écriture-là. Et je pense que ce serait dangereux et un nivellement par le bas tout à fait dangereux de dire qu'on va cantonner les étudiants à ce qu'ils aiment faire, à ce qu'ils veulent faire, alors qu'en fait, les exigences propres à l'écriture de recherche ou à une écriture réflexive ou à une écriture scientifique doivent rester posées. Le tout, c'est de voir comment les acculturer, évidemment, comment les accompagner sur ce chemin-là. Et donc, j'ai suffisamment travaillé avec Elisabeth Bautier et d'autres pour m'insurger quant au fait qu'en fonction des contextes, justement, et ça se voit dès la maternelle notamment, l'instituteur à certains élèves va parler de rond ou à d'autres va parler de cercle. Et donc, ce faisant, sans le vouloir et avec parfois la meilleure volonté du monde, on contribue à co-construire des inégalités. Le tout, je pense, c'est de prendre conscience des inégalités, des écarts parfois entre certaines pratiques prescrites et puis les pratiques initiales des élèves, mais d'accompagner les élèves avec autant d'exigence et de rigueur, mais aussi de bienveillance et de compréhension. Alors au niveau de la dissertation de nouveau, donc la conclusion étant du colloque que les étudiants ne réfléchissent pas, moi ce qui m'est apparu comme très très discriminant du point de vue de la dissertation en Belgique, j'ai travaillé avec des classes beaucoup de classes différentes, du secondaire, donc comme je l'ai dit, du général, du technique, de transition, de qualification, du professionnel, et puis des classes de haute école et de l'université. Dans les classes, en fait, où il y avait une très grande majorité de dissertations de qualité, il y avait toujours un élément qui était prégnant et qui était un élément tout à fait significatif, c'était qu'au-delà d'un travail formel sur ce qu'est une dissertation, comment, etc., il y avait un travail extrêmement important sur les savoirs. Et en fait, dans les classes où les dissertations étaient de piètre qualité, en fait, on avait vraiment le sentiment, en lisant et en analysant les copies, que les élèves n'écrivaient pas grand-chose parce qu'en fait, ils n'avaient pas grand-chose à dire. En revanche, je me souviens d'une classe de professionnels où les élèves avaient lu Les choses de la vie, ils avaient vu le film de Claude Sautet, ils avaient travaillé en philosophie, en différents cours, toute une série de questions problématiques en lien avec le roman, etc., en lien avec le film. Et en fait, la dissertation était un petit peu conclusive et elle les invitait à réfléchir sur une question, une thématique, mais qui avait été vraiment travaillée sur le plan des savoirs et des contenus.
Et en fait, on se rendait compte que du coup, les élèves avaient des choses à dire pour le coup, et qu'ils allaient s'appuyer et mobiliser finalement tous les contenus de savoir qui avaient été travaillés pour construire un point de vue tout à fait personnel et tout à fait intéressant. Et donc, au-delà d'un apprentissage formel de la dissertation, ce qui est important, c'est aussi de faire en sorte, et je reprends le schéma de Bucheton, de doter les élèves aussi des connaissances, des savoirs encyclopédiques qui leur permettent aussi d'écrire valablement. Alors, est-ce qu'en prenant en compte le contexte, on ne perd pas finalement une partie des savoirs, donc Rachid, si on prend trop en compte le contexte, effectivement, ça peut être le cas. Et si on s'attache trop au fait qu'on est face à une population défavorisée, etc., en but avec des inégalités socio-culturelles très marquées, ben, en fait, le danger, c'est effectivement de rabattre les exigences et de se dire, moi, ces élèves-là, je ne vais pas leur demander ça parce qu'en fait, je considère que c'est trop compliqué. Et donc, en effet, c'est un danger. Moi, notamment, le focus group qui avait été fait avec cette étudiante qui rappelle bien qu'elle est toute seule, que personne ne la suit, que personne ne l'encourage et qu'elle n'a que nous et qu'elle ne peut compter que sur nous, je pense que c'est important et c'est intéressant parce que ça nous responsabilise et ce sont des piqûres de rappel qui sont importantes et dont tous les enseignants devraient être conscients. Mais l'excès inverse, c'est-à-dire trop contextualiser tout le temps, est effectivement, peut être préjudiciable de mon point de vue. Alors, moi j'aimais beaucoup par ailleurs, dans la dernière question, le fait de voir la lecture comme une pratique scripturalisante. Et effectivement, on ne peut pas penser l'écriture sans penser à la lecture de façon tout à fait étroite. Et dans le livre sur l'oral auquel ont collaboré Anas, mais aussi Anna, ce qui est très 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 frappant, c'est que quand on analyse les chapitres et les différentes contributions, on voit qu'en fait l'oral universitaire, il est intrinsèquement articulé et ancré dans l'écriture, bien évidemment, et qu'on ne peut pas s'en départir. Alors je pense que c'est important d'arrêter d'invisibiliser l'oral universitaire, mais il ne faut pas se voiler la face. Cet oral, il reste très scriptural aussi. On est beaucoup dans des soutenances de thèses, des présentations de communication, etc. C'est un oral très 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 spécifique quand même, mais ce qui est interpellant en matière de recherche, c'est que quand on analyse la lecture universitaire ou l'écriture universitaire, ben là l'oral pour le coup il est totalement invisibilisé. Voilà, merci à vous. Merci Caroline. Alors, je pense qu'on va enchaîner directement avec les ateliers parce qu'il est déjà 16h.